Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review comics d'un comics qui est une équipe qui me tient à cœur, c'est Dawn of JSA, réalisé par Jeff Jones et dessiné par, au scénario, alors je vais vous dire ceux qui sont devant, Mike Janin et Todd Nook. Alors, un récit, alors pour vous dire, la JSA, pour d'abord tout être transparent avec vous, la JSA c'est vraiment une équipe qui me tient vraiment à cœur, que j'apprécie énormément, qui est même peut-être au-dessus de l'équipe des Titans, pour vous dire. Et ensuite, en dessous des Titans, il y a la... mince, comment ça s'appelle? Il y a la Justice League. Mais voilà, elle est vraiment dans mon top 3 et même presque top 1. Bon, ça se bat avec les Titans. Et c'est vraiment une équipe que j'apprécie, même ses héros, je les apprécie. Et puis, il y a tout ce cadre historique, entre guillemets, que j'apprécie, où voilà, elle a la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc voilà, ce comics, bon, c'est dans la continuité de Dawn of, dans Infinite, hein, on te fait comprendre que c'est Infinite, mais pour moi, on a passé l'ère Infinite et on est sur une autre ère en fait. Donc tu vois, il y a ce côté-là où justement c'est une autre ère pour moi. Et Dawn of JSA, pour moi, ça serait une bonne porte d'entrée pour commencer l'univers de JSA. Mais cependant, il y a faut avoir lu. Alors, faut avoir lu. Non. En vérité, non, faut pas avoir lu de comics avant, je trouve. Même si, voilà, en vrai, il y a Flashpoint Beyond qu'il faut avoir lu. Mais bon, c'est pas très intéressant. Donc, je l'avais lu et j'avais même pas envie d'en faire une review, hein, pour vous dire. Euh, parce que c'est merdique, en fait. C'est bien dans la globalité, mais c'est pas non plus intéressant au possible. On a aussi le récit Doomsday Clock que j'ai jamais lu mais qui ne fait rien du tout. Enfin, qui, en vrai, même si vous l'avez pas lu, ben vous pouvez le lire. Et voilà. Et après, je crois qu'il y a un troisième récit, mais pas sûr. Enfin, non, c'est pas un troisième récit, c'est qu'on te fait comprendre comme quoi. Bon, t'as quand même quelques petits trucs où on te dit oui, c'est dans tel comics, mais c'est des comics que j'ai jamais lus et que je pense que je dirai jamais parce qu'ils sont pas trouvables, qui ne te sortent pas du récit. Et parce que c'est un élément qui fait que je sais plus quoi, mais pourquoi Naboo a eu, enfin pourquoi Ken Nelson a eu son casque, enfin un truc comme ça. Enfin je sais plus du tout pourquoi, mais c'est pas des éléments majeurs qui vont te faire sortir du récit en fait. C'est pas des éléments qui sont en mode si t'as pas lu ça tu comprendras rien à l'intrigue. Non, parce qu'en fait dans le comics il y a un moment donné mais quelque chose qui te fait enfin qui m'a sorti du récit d'un coup mais c'est pas à cause des récits. Alors on te fait comprendre que quoi il va y avoir un JSI Chronicle 2005 qui va sortir très bientôt, on te fait comprendre aussi. Donc j'irai sur le JSI Chronicles 2005 quand il sortira, bien entendu. Mais toutefois, parlons du récit. Alors au début, on a la grosse moitié du récit, même trois quarts du tome 1, qui est sur justement Stargirl Lost Children, qui est justement ce côté où tous les super-héros. Alors, c'est peut-être un des défauts du comics, du récit là, je trouve, c'est qu'on te fait comprendre que tous les super-héros, euh, enfin dans la Seconde Guerre mondiale, avaient des sidekicks. J'ai beaucoup de mal avec ce côté-là où tous les super-héros avaient des sidekicks, même si on te fait comprendre qu'en quoi ils ont tous été oubliés, donc c'est pour ça que tu ne les connais pas. Pourquoi pas? Mais du coup, il y a ce côté où justement il y a beaucoup de mal avec le fait, j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'ils aient tous des sidekicks. Même, alors on te parle aussi des 7 chevaliers de la victoire, là, ce côté où il y a Green Arrow et Roy Harper, et on t'explique comment, du coup, Roy Harper et Green Arrow sont allés sont justement les chevaliers de la victoire et comment ils sont revenus là. Et j'aime bien ce côté où on te l'explique. Parce qu'en vérité, vu que maintenant tout est canon à l'univers d'ici, avec la fin de Death Metal, je crois, je l'ai même pas lu, donc, et je pense pas que je le lirai. Euh, Grâce à ça, tout est canon, ou à cause, on sait pas. Genre, on sait quand du coup, enfin, il y a tout qui est canon, quoi. Tout ce qui s'est passé depuis la création des comics
jusqu'à là maintenant encore, tout est canon. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais pourquoi pas. Après, il y a ce côté où justement, on te fait comprendre comme quoi, alors il y a tout ce délire de voyage dans le temps, etc. Comme quoi ça les personnages rajeunissent pas. Donc une personne qui n'aime pas du tout ça, ce côté-là, voyage dans le temps, etc. Je pense qu'il peut ne pas aimer. Il y a tout ce côté un peu science-fiction avec aussi, dans le dernier chapitre, enfin dans la dernière partie du comics, avec Helena Wayne, qui on te fait comprendre qu'elle voyage d'une... Alors, c'est ça, alors je vais revenir tout de suite là-dessus. C'est ce côté-là où j'ai eu du mal. C'est justement ce côté où il y a Helena Wayne, je comprends rien à ce qui se passe. Alors, au départ, on te fait comprendre qu'on te parle de Helena Wayne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, ça me gêne pas de te parler d'Helena Wayne. Sauf qu'à un moment donné, t'as un gros côté où elle voyage, ça te parle du futur, du présent, du passé, tout mélangé. Et d'un coup, à la fin du run, fin du tome, elle voyage non pas dans le futur ni dans le passé, elle voyage dans une autre terre. Sauf que ça, on ne te le dit pas du tout. Et tu ne comprends pas du tout en fait. Et j'ai eu beaucoup de mal à suivre. C'est ça qui m'a sorti du récit, pour vous dire. J'ai eu beaucoup de mal à suivre, contrairement à Stargirl Lost Children, ou justement revoir Emiko Queen. Alors, moi je pensais, justement, que c'était Mia Darden. J'aurais aimé voir Mia Darden en fait à la place d'Emiko Queen, parce que Emiko Queen, c'est peut-être l'un des persos que j'aime un peu le moins en réalité. C'est pas un perso qui m'intéresse le plus. Franchement, Emiko Queen, c'est pas vraiment le perso où je suis en mode ah super, Emiko Queen, elle est là. Non, en vrai, j'aurais aimé soit qu'on nous crée une nouvelle sidekick, et pourquoi pas faire comme dans la série Arrow, nous mettre une Thea Queen. Pourquoi pas une nouvelle sœur de Oliver, hein, pourquoi pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Ou on te fait emmener Mia Darden, qui est un perso qui justement est hyper intéressant je trouve. Il y aura même peut-être un jour une vidéo sur Mia Darden, sûrement. C'est pas un perso très connu en réalité, donc je pense que j'en ferai une, tiens, de vidéo, je vais me pencher dessus, d'en faire une de vidéo dessus. Bref. Euh, on a aussi, alors, j'aime beaucoup parce qu'on a, on voit pas beaucoup la JSA dans ce tome. On la voit qu'à la fin, on voit ce qu'elle a fait, etc. On a Power Girl qui, alors, vu que c'est la Power Girl de Terre 2, mais tu comprends rien, cette Power Girl, elle est, elle est chiante, mais t'as envie de la baffer, t'as envie de lui mettre un coup de poing dans sa gueule, même si c'est une kryptonienne, t'as envie de lui dire stop, quoi, c'est vraiment une gamine, quoi. On va revenir déjà à Stargirl Lost Children. Euh, il y a tout ce côté où justement tous les anciens sidekicks en fait ont été kidnappés sur une île où le temps n'avance pas, du coup ça reste des enfants. Et le fait qu'ils soient sur cette île, tout le monde les a oubliés. Parce que du coup ça les enlève de leur mémoire, etc. Et j'aime beaucoup, on a des personnages assez intéressants je trouve dans ce récit. Même si voilà, c'est pas non plus hyper. C'est un récit, voilà, c'est John Jones, il retourne sur Stargirl. Stargirl est vraiment mis en avant. Et c'est intéressant, mais je trouve que ça parle beaucoup, quand même, sur le récit. T'as beaucoup moins d'action, t'as plus de paroles. Alors oui, certes, c'est pour t'emmener sur le tome 2, mais là, alors oui, les dessins, je trouve qu'ils sont bien. Tout ce côté, voilà, dans sur cette fameuse île. Alors, même si j'ai pas trop compris, en fait, on dit, je crois, je suis même pas sûr qu'on dise le nom, mais on te fait comprendre qu'elle est proche de l'île où Oliver a échoué. Voilà, on a des références à Green Arrow. Et alors, on a la Arrow Cave, même si moi je préfère la Arrow Cave. Là, on te fait vraiment montrer que, et regarde, Green Arrow, il veut vraiment ressembler à Batman. Non, j'aurais aimé comme quoi cette Arrow Cave, on te la montre comme dans un hangar, un peu comme il y a dans la série Young Justice, si je me trompe pas, où justement c'est vraiment comme il l'avait dans les autres runs, hein, dans les tomes de Green Arrow Rebirth et New 52, où c'est vraiment une base quoi, enfin pas une cave quoi. Bref, euh, t'as tout ce côté où justement t'as, comme je disais, les sidekicks qu'ils ont jamais rajeuni. On a justement, et c'est ça du coup,
ils ont été supprimés de leur timeline. Et t'as tout ce côté où justement on a la nouvelle Speedster, on a Judy Garrick, du coup la fille de Jay Garrick, voilà, qui je trouve est super intéressante. Parce que du coup, on te fait comprendre qu'elle doit pas s'arrêter de courir parce que sinon, je sais plus trop quoi. Mais bref, vous le découvrirez et tout. Et justement, elle a jamais été entraînée par Flash, enfin par son père, parce que du coup, bah, il a jamais continué. Enfin, du coup, il a jamais pu continuer de l'entraîner, quoi. Et elle a disparu, etc. Donc, j'aime beaucoup. C'est vraiment peut-être le perso qui était super intéressant, je trouve, dans ce run. Même, je trouve qu'il a même volé la vedette, même si on la voit pas beaucoup, qu'elle a volé la vedette à Stargirl, en fait, à ce moment-là. Vraiment, elle a ce côté où elle a volé la vedette à Stargirl. Et ouais, moi, j'aime beaucoup. Voilà, bref. Euh, c'est un run intéressant, il coûte 30 balles, si je me trompe pas. J'ai pas trop envie d'en spoiler, parce que du coup, en vrai, si je spoil un peu Lost Children, ça spoil tout le récit, en fait. Enfin, beaucoup du récit. Donc je vais pas trop en spoiler. Vraiment, c'est un bon tome. Franchement, c'est à lire. Après, est-ce que... Alors, c'est une introduction justement au, à la série sur Jay Garrick, sur, je crois, Weasley Dot aussi, si je me trompe pas, et sur Alan Scott. Je sais plus s'il y a une série sur Alan Scott. Mais là, Alan Scott est vraiment... Enfin, il est là dans le récit. On te fait comprendre qu'il est là. T'as même... Et je trouve ça assez intéressant, c'est qu'on te met même du lore sur Alan Scott. Justement, on te met comme quoi il y a aussi justement un Red Lantern. Alors un Red Lantern pas associé au Red Corp, mais un Red Lantern un peu comme Alan Scott, mais avec le rouge, quoi, la magie rouge. Ça, je trouve ça intéressant, j'aurais même voulu le voir. On te le montre, hein, mais rapidement. J'aurais voulu le voir. Mais ouais, il y a la première partie qui est très bien dans ce tome. Et la seconde partie avec Elena Wayne, en fait, je pense que ça manque de compréhension, ça manque de clarté en fait, ça manque de bah tiens, il se passe ça en fait, c'est pour ça qu'il y a un tel qui est là, pour ça qu'il y a un tel qui est là. Il y a ce petit manque là. Mais bref, ça c'est pas non plus un gros défaut, ça m'a sorti moi du récit, mais peut-être qu'une personne qui le sait, ça ne va pas le sortir du récit. Enfin bref, voilà, une petite review rapide, même si j'ai pas grand-chose dit grand-chose dessus, mais voilà, c'est un bon tome. Les personnages sont bien traités, franchement, je trouve en tout cas que c'est une très bonne porte d'entrée pour commencer les comics sur justement JSA. Et puis c'est Geoff Jones, donc en vrai Geoff Jones, c'est pas non plus le pire scénariste, hein. Franchement c'est très bon à chaque fois ce que fait Geoff Jones dans ses récits. Et même là, tu vois, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. J'aime beaucoup parce que justement, c'est un personnage qui est hyper intéressant. Enfin, Job, non, mais enfin, Stargirl, c'est vraiment un personnage qui est hyper intéressant. Et puis, j'aime bien parce que du coup, vu que j'ai suivi la série Stargirl de la CW, franchement, euh, j'avais pas l'impression d'être perdu. Alors, ça suit pas du tout la CW, hein, mais du coup, en connaissant Stargirl, ben, je l'ai beaucoup apprécié. Voilà. Enfin bref, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est un tome d'introduction, on va dire. Ça comme ça, c'est pour te ramener les sidekicks. Voilà, pour te ramener des anciens sidekicks. Mais franchement, c'est un bon tome. Voilà, t'as quelque chose qui va se passer qui est hyper intéressant. Enfin bref, il y a tout ce côté où Stargirl doit jouer. Alors, même si c'est mal fait, je trouve, en réalité. J'allais dire que c'est bien fait, mais en réalité, non. C'est pas très bien fait. Il y a tout ce côté où Stargirl doit jouer entre sa vie de vie privée, vie d'ado qui va au lycée, quoi, et sa vie, justement, de super-héros. Et ça, on t'en parle, mais ça n'aboutit pas vraiment, en fait. On le voit pas vraiment dans le récit. Enfin bref, voilà, un bon tome, un tome d'introduction, quoi. C'est pour t'introduire le tome 2, je pense. Enfin, même, je sais pas ce qu'il va y avoir dans le tome 2. Est-ce qu'il y aura les séries Jay Garrick, etc. J'espère. Enfin bref, et ce qui est bien, et je l'avoue, c'est qu'il n'y a pas le Knight Terrors dedans. En réalité, parce que bon, s'il fallait mettre tous les membres de la JSA avec Knight Terrors, on n'en avait pas fini.
Enfin bref, sur ce, eh ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, du tome de JSA, Dawn of JSA. Me dire si vous avez aimé, pas aimé, est-ce que vous comptez l'acheter. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.